La science et l'imagination vont souvent de pair. En s'inspirant de véritables phénomènes naturels, des chercheurs ont inventé des moyens pour stopper le réchauffement climatique. C'est de la géo-ingénierie. Pour l'instant, c'est encore un futur improbable. Tout d'abord, il faut dire que ces techniques n'existent que sur le papier. Elles n'ont jamais été mises en œuvre. Certaines sont d'ailleurs complètement irréalistes et d'autres, par contre, apparaissent plus faisables, même si les technologies n'existent pas encore. Il y a deux catégories de techniques envisagées. La première consiste à réfléchir une partie du rayonnement solaire en interposant un écran entre la Terre et le Soleil. Donc on peut faire ça de plusieurs manières. Une première manière consisterait à injecter des particules dans la haute atmosphère de manière à réfléchir ce rayonnement solaire et à refroidir le climat à la manière de ce qui se passe lorsqu'il y a une grosse éruption volcanique. Une deuxième manière consisterait à injecter cette fois-ci des particules de sel marin dans la basse atmosphère de manière à rendre les nuages plus réfléchissants et à nouveau à refroidir la planète. Un deuxième problème, c'est que toutes ces particules ne restent pas dans l'atmosphère, elles retombent très rapidement et donc il faut les injecter en permanence. Et si un jour, pour une raison ou une autre, eh bien, on arrête d'injecter ces particules, alors même qu'on a continué à émettre des gaz à effet de serre, eh bien, on a un phénomène de rattrapage climatique très rapide où la planète va donc se réchauffer en une décennie de manière très importante. Salut à tous et bienvenue pour ce 57e numéro des Infos dont on parle peu. Je suis ravi de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Alors vous avez vu France 2 qui aborde le thème des chemtrails. Alors c'est quand même assez surprenant. Alors les chemtrails, on va en parler dans la partie santé-environnement. On parlera ensuite des infos internationales et on terminera avec la partie économie. Alors attachez vos ceintures et on y va. On démarre avec la partie santé-environnement et on démarre avec les chemtrails donc. Alors première information, la question du député Joël Giraud sur ce sujet, adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, est toujours sans réponse à ce jour. En attendant, de plus en plus de pièces nous font nous poser des questions, comme le témoignage de Kristen Megan, une jeune retraitée de l'armée de l'air américaine. Je vous donne le lien vers sa toute dernière interview. Autre pièce, le rapport analytique de Bernard Tayez, docteur en sciences et directeur scientifique fondateur du laboratoire responsable assurance qualité, à propos des filaments aéroportés qui tombent du ciel partout dans le monde. Alors je cite un extrait de ce rapport qui est en ligne. Les connaissances préliminaires et partielles que le laboratoire Analytica est parvenu à obtenir sur la composition de ces filaments aéroportés sont alarmantes, puisqu'il est maintenant démontré qu'ils transportent des perturbateurs endocriniens et que ces retombées sont inévitablement susceptibles d'affecter la surface entière du globe terrestre. Voilà, alors en complément, je vous donne le lien vers une chaîne YouTube très intéressante où une personne réalise des vidéos exclusivement sur le sujet des chemtrails. Et vous pouvez retrouver l'analyse complète de Bernard Tayez sur le site, je vous donne le lien bien évidemment. On passe maintenant au nucléaire. Et on parle de cet accident qui pourrait se transformer en catastrophe. Alors ça se passe aux États-Unis, dans l'état du Nouveau-Mexique, dans un site expérimental d'enfouissement des déchets nucléaires, et ça s'est passé le 14 février dernier. Selon les premières informations, une partie du plafond de cette ancienne mine de sel s'est effondrée pendant la nuit, heurtant des barils contenant du plutonium et autres déchets. Alors on suppose que quelques barils ont été ouverts, laissant se répandre la radioactivité dans toute la zone. Le site semble être contaminé dans un rayon de près d'1 kilomètre. Les techniciens présents sur le site lors de cet accident ont eux aussi été contaminés. Alors bien sûr, pas un mot dans les médias de masse. Alors gardez bien à l'esprit qu'en France, nous sommes en train nous aussi de mettre en place le même type de site d'enfouissement de déchets nucléaires. Ça se passe à Bure dans la Meuse. Et qu'en Alsace, on a aussi un centre de stockage qui s'appelle Stockamine, où dorment du mercure, de l'arsenic, du cyanure et de l'amiante. Après 11 ans d'inactivité, le site doit être définitivement fermé.
À partir du 1er avril, une partie de ces déchets sera remontée à la surface, tandis que le reste sera confiné. Les galeries commencent à s'affaisser sous l'effet de la pression due au creusage. Et à certains endroits, les toits se sont effondrés, rendant quasi impossible l'accès aux colis de déchets, dont certains sont probablement percés ou éventrés. D'autres se corrodent sous l'effet de la chaleur. Alors voilà, c'est quand même assez dingue comme situation, hein. On a à peu près la même chose aux États-Unis et en France. Alors toujours au sujet du nucléaire, parlons de Fukushima et 2 informations sur le sujet. Tout d'abord, plus de 5000 personnes ont manifesté le 15 mars dernier dans le centre de Tokyo pour protester contre la volonté du gouvernement de relancer ses centrales nucléaires. L'autorité japonaise de régulation du nucléaire, l'ARN, a annoncé qu'elle allait traiter en priorité le dossier concernant la validité de sûreté des réacteurs de Sendai 1 et 2 sur les îles de Kyushu, au sud-ouest du Japon, qui pourraient donc être les premières à redémarrer. Autre information, il apparaît que des soldats américains qui stationnaient à bord du bateau USS Ronald Reagan près des côtes japonaises lorsque la centrale de Fukushima a explosé, ont été exposés à des radiations 30 fois supérieures à la normale. En effet, ces soldats ont reçu l'ordre d'aller aider les Japonais après la catastrophe, ne se doutant pas qu'ils seraient exposés. Alors aujourd'hui, plusieurs de ces soldats sont malades et témoignent dans les médias. Mais selon l'armée américaine, il n'y a aucune preuve que ces maladies soient la conséquence de leurs actions au Japon. Toujours au sujet du nucléaire, le quotidien économique finlandais Kauppalehti a confirmé le 28 février dernier les informations qui circulent depuis quelque temps au sujet du chantier du réacteur EPR situé à Olkiluoto, en Finlande donc. Le constructeur du réacteur, le français Areva, vient de mettre un terme au contrat de travail d'une 50aine de contremaîtres, les derniers encore en poste devant suivre la même voie d'ici fin mars. Le chantier de ce réacteur, qui a commencé en 2005, est désormais pratiquement à l'arrêt et sous peu totalement stoppé. Officieusement, la mise en service de l'EPR serait repoussée à 2018 voire 2020, c'est-à-dire 15 ans après le début d'un chantier qui devait être bouclé en 4 ans et demi. Mais le plus probable, désormais, c'est que l'EPR finlandais rejoigne les différents exemples de réacteurs achevés mais jamais mis en service, comme Lemony en Espagne, Zwenterdorf en Autriche, Batan aux Philippines ou Kalkar en Allemagne. Il est même possible qu'il ne soit jamais terminé, mais dans tous les cas, il s'agit d'un désastre pour l'industrie nucléaire française. On va parler de l'eau maintenant, car le magazine 60 millions de consommateurs a réalisé une enquête sur le sujet. Alors malgré quelques progrès depuis 2 ans, près de 1,5 million de Français reçoivent une eau encore trop polluée au robinet. L'agriculture serait une des causes principales de ces pollutions. Alors par rapport à sa dernière carte de la qualité de l'eau en France, établie en 2012, l'association de consommateurs se réjouit que 280 000 Français supplémentaires bénéficient d'une eau conforme à la réglementation sur les 6 critères étudiés, c'est-à-dire la qualité bactériologique, la teneur en aluminium, les pesticides, les nitrates, le sélénium et la radioactivité. Près de 98% des Français ont donc accès tout le long de l'année à une eau de bonne qualité. En revanche, 1,48 million de consommateurs continuent à payer pour une eau non conforme, regrette l'association, qui s'appuie sur les résultats d'analyses publiées commune par commune par le ministère de la Santé pendant 2 ans. Alors l'eau toujours, on apprend que chaque année, 1,3 milliard de mètres cubes d'eau traitée par les usines n'arrivent jamais au robinet, soit 20% des volumes perdus, mais payés par le consommateur, attention, même si c'est invisible sur les factures. Le réseau est de 850 000 km de canalisation qui achemine chaque jour l'eau potable à 65 millions de Français, mais ce réseau souffre de nombreux dysfonctionnements. Parmi les 97 préfectures sur 101 dont les données ont pu être récupérées, 2 préfectures sur 3 n'atteignent pas l'objectif national fixé par la loi Grenelle 2 de 2010, visant à limiter le taux de fuite à 15% de l'eau produite. Dans un quart des préfectures, le taux de fuite dépasse même les 25%. C'est notamment le cas en métropole à Digne-les-Bains, 54%, à Bar-le-Duc, 48%, à Nîmes, 37%, à Tulle ou Évreux, 36%, ainsi que dans les DOM Saint-Denis de la Réunion, 46%, Fort-de-France, 41%. Dans le haut du classement, on retrouve 33 préfectures avec un taux variant de 4 à 15%. 2 villes se hissent sur la première marche du podium, Le Mans et Rennes, 4%, devant Blois, 5%, Orléans et Moulins, 7%. L'enjeu financier de la rénovation du réseau est colossal. Il faudrait engager entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an pour réaliser les travaux nécessaires partout en France, soit plus du double du rythme actuel.
On parle des abeilles maintenant et 1 millier de ruches décimées dans les Pyrénées orientales. Des molécules neurotoxiques ont été retrouvées dans des ruches catalanes dont les abeilles étaient atteintes de surmortalité. Les apiculteurs pointent du doigt les pesticides. Les agriculteurs réclament des analyses plus poussées et elles sont en cours actuellement. Alors après les abeilles et les volailles, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a constaté qu'un grand nombre de poulets et de dindes disponibles dans nos boucheries et supermarchés présentent une résistance importante aux antibiotiques. L'UFC a analysé 100 échantillons de poulets et de dindes achetés en supermarché, sur les marchés ou en boucherie. Il en ressort que 26 échantillons sont contaminés aux bactéries et parmi eux, 61% sont porteurs de bactéries résistantes à une ou plusieurs familles d'antibiotiques. Quelques 23% sont même résistants à des antibiotiques critiques, c'est-à-dire les plus cruciaux utilisés en médecine humaine en dernier recours pour des pathologies graves. L'UFC souligne par ailleurs que les volailles d'entrée de gamme semblent plus impactées par l'antibiorésistance que les volailles biologiques, ce qui est logique puisque l'élevage bio encadre et limite strictement le recours aux antibiotiques. On continue sur la malbouffe car Burger King, l'enseigne américaine de restauration rapide, a annoncé ouvrir 25 restaurants, principalement en propre en France, en 2014. 15 autres étant déjà dans les tuyaux. Et l'objectif de Burger King, c'est d'ouvrir entre 350 et 400 restaurants en France d'ici 10 ans. On parle des OGM maintenant. Le ministère de l'Agriculture a interdit par un arrêté publié au journal officiel la commercialisation, l'utilisation et la culture du maïs transgénique modifié MON 810, produit par le groupe américain Monsanto, en attendant qu'une proposition de loi soit débattue le 10 avril prochain à l'Assemblée. Bon, on sait très bien que la France ne pourra pas s'opposer longtemps à l'Union européenne et qu'à terme, les multinationales pourront porter plainte contre les États, donc porter plainte contre la France, lorsque le traité transatlantique sera en place. Toute dernière information, alors selon Alain Lieury, chercheur en psychologie cognitive à l'EUB, l'Université européenne de Bretagne Rennes 2, et spécialiste de la mémoire, la télé-réalité rend bête. Un échantillon de 27 000 collégiens de classe de 3e ont été invités à répondre sur leurs loisirs favoris et soumis en parallèle à des tests à base de QCM. Il s'agissait d'évaluer leurs performances en maths, lecture, compréhension et mémoire de connaissances. Principale conclusion de cette énorme enquête, être scotché aux émissions de télé-réalité et aux séries sentimentales, comme aujourd'hui 42% des ados, provoque une baisse notable des performances scolaires. À savoir, moins 11 points sur les résultats en maths et moins 16% pour l'acquisition des connaissances. Vous voilà prévenu. On passe aux infos internationales et on démarre par l'Ukraine bien sûr. Les dernières informations sur le sujet. Alors d'abord la Crimée qui est sous contrôle militaire russe. Malgré les protestations et les sanctions économiques de l'Occident, eh bien la Crimée a organisé un référendum la semaine dernière pour savoir si la population de cette presqu'île, autrefois rattachée à la Russie, voulait se joindre de nouveau à la Russie. Alors pas de surprise, les gens se sont prononcés à plus de 96% pour rejoindre la Russie. Les Occidentaux ont rejeté le résultat de ce référendum en le qualifiant d'illégal et en violation du droit international. Je cite: « L'Union européenne ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie. » Voilà ce qu'ont déclaré les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen, José Manuel Barroso et Herman Van Rompuy, en ajoutant « La souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine doivent être respectées. » C'est vrai que les Occidentaux, ils en connaissent un rayon en matière de violation des lois internationales. Bon alors, conséquence, l'Ukraine rappelle son ambassadeur en Russie. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères indique dans un communiqué que la décision de rappeler l'ambassadeur est motivée par la situation autour de la République autonome de Crimée et la nécessité de discuter de certains aspects internationaux liés à cette entité. Le ministère ne donne aucune précision pour l'instant. Vladimir Poutine, lui, s'est empressé de signer le décret reconnaissant l'indépendance de la péninsule séparatiste ukrainienne de Crimée. L'Union européenne a annoncé une deuxième salve de sanctions contre la Russie. Gel des avoirs, interdiction de voyager pour certains responsables, et les Russes préparent eux aussi des sanctions contre l'Union européenne. Bref, l'escalade se poursuit aujourd'hui. Sur le terrain, alors cette semaine, un soldat ukrainien a été tué par balle lors d'une tentative d'assaut contre son unité militaire à Simferopol, chef-lieu de la Crimée, occupé par les troupes russes. Kiev dénonce, je cite, un crime de guerre. Du coup, le ministère de la Défense ukrainienne a annoncé autoriser les soldats ukrainiens à utiliser leurs armes pour riposter. Oh, l'escalade, ça monte haut. Autre information, en Ukraine, les groupes néo-nazis qui ont participé au coup d'État
continue de semer la terreur un peu partout, que ce soit au niveau des chaînes TV. On a vu notamment plusieurs responsables de chaînes TV se faire malmener par ces types-là. Je vous mets d'ailleurs une vidéo, regardez. Et puis aussi dans la rue, alors un exemple, un couple israélien séjournant à Kiev, en Ukraine, a été sauvé vendredi de justesse d'un lynchage. Alors aujourd'hui, vendredi 21 mars, Arseny Yatsenyuk, marionnette de l'Occident donc, n'a pas traîné pour s'associer à l'Union Européenne, malgré le fait qu'il n'a été élu par personne, rappelons-le quand même. Alors bien sûr, les Européens voient cela d'un bon œil et personne ne dit rien. Là, il n'y a pas de violation de loi internationale. Voilà pour l'Ukraine. Alors on a beaucoup parlé de ce référendum en Crimée, mais un autre référendum a été organisé sur Internet par des Italiens. Alors la question c'était pour ou contre l'indépendance de la Vénétie. Alors ce référendum n'est pas officiel, mais bon il inquiète en plus haut lieu en Italie. Un petit mot sur la Syrie maintenant, où les combats continuent. Les troupes du régime de Bachar el-Assad, appuyées par le Hezbollah libanais, ont pris le dimanche 16 mars la ville stratégique de Yabroud, enregistrant une avancée importante dans la guerre contre les rebelles, entrée dans sa 4e année. De son côté, Washington a suspendu les relations diplomatiques avec Damas et le fonctionnement de leurs ambassades et consulats en Syrie. Les employés de l'ambassade de Syrie et les consulats syriens à Troy dans le Michigan et à Houston au Texas ont été sommés de quitter le territoire américain. Alors je remercie encore une fois monsieur Fabrice Balanche de nous avoir accordé une interview sur la géopolitique de la Syrie pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays. Je donne le lien vers cette vidéo pour ceux qui l'auraient loupé. On continue, on parle d'Israël maintenant. Israël a bombardé le 19 mars dernier plusieurs sites militaires syriens en représailles à l'explosion d'une bombe artisanale qui a blessé 4 de ses militaires mardi sur le plateau du Golan, annonce l'armée israélienne. Parmi les cibles visées durant la nuit par la chasse israélienne figuraient un poste de commandement, un poste d'entraînement et des batteries d'artillerie. Les 4 soldats israéliens ont été blessés alors qu'ils patrouillaient sur la ligne séparant le territoire investi par Israël en Syrie lors de la guerre des 6 jours en 1967. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Moshe Yaalon ont ordonné aussi à leurs troupes de se tenir prêtes pour une action militaire contre les installations nucléaires d'Iran. Voilà, ça c'est un serpent qui revient et qui repart et qui revient. L'action militaire qui serait prévue pour cette année apparemment. Toujours en Israël, 58 jeunes Israéliens entre 17 et 20 ans, de milieux parfois très différents, ont signé une lettre ouverte au Premier ministre Benjamin Netanyahou, dans laquelle ils annoncent leur refus de faire l'armée pour, disent-ils, je cite, « ne pas cautionner l'occupation des territoires palestiniens ». Ils dénoncent, je cite encore, « les violations des droits de l'homme en Cisjordanie, la construction de colonies, les détentions administratives, la torture, les punitions collectives et une répartition injuste de l'eau et d'électricité. » Et il termine en disant, je cite, « Tout service militaire perpétue la situation actuelle et de ce fait nous ne pouvons pas prendre part à un système qui se livre à de tels actes. » Fin de citation. On reparle du programme de surveillance de la NSA, PRISM. Alors depuis 2010, l'agence américaine déploie des logiciels malveillants à grande échelle. Le programme automatique baptisé Turbine est conçu pour permettre l'implantation dans des réseaux à grande échelle de logiciels malveillants permettant de siphonner les données de la machine infectée. L'agence utilise les mêmes techniques que les cybercriminels et envoie notamment des liens malicieux par email. Après avoir cliqué, l'hôte est infecté en moins de 8 secondes. La NSA peut enregistrer des conversations depuis le micro de l'ordinateur ou prendre des photos avec la webcam de ce dernier. Ce logiciel existe depuis 2004, mais son utilisation à grande échelle semble avoir commencé en 2010. Et dernière information, la République populaire de Chine a publié le 28 février dernier un rapport officiel alarmant sur la situation des droits de l'homme aux États-Unis. Ce rapport a été rendu public mondialement par l'agence de presse chinoise Xinhua News. Le document chinois qualifie le programme américain PRISM, qui exerce une vaste surveillance à long terme aux États-Unis et à l'étranger, de violation flagrante du droit international et estime que ce programme porte gravement atteinte aux droits de l'homme. Les services de renseignement américains s'appuient sur des données fournies par les entreprises des secteurs de l'Internet et des télécommunications, dont Microsoft, Google, Apple, Facebook et Yahoo, et suivent ainsi les contacts privés et les activités sociales des citoyens américains. Le rapport pointe également du doigt le grand nombre de civils tués pendant les fréquents raids de drones américains dans des pays tels que le Pakistan et le Yémen. La partie américaine a mené 376 attaques de drones au Pakistan depuis 2004, tuant 926 civils selon ce rapport. Le pays compte quelques 8000 prisonniers
placés en isolement dans des cellules exiguës, mal ventilées, et ayant peu ou pas de lumière naturelle. Certains sont même incarcérés depuis plus de 40 ans. Enfin, le culte américain des armes à feu engendre la violence et fait chaque année 11 000 morts dans le pays, selon ce rapport. Et il cite des statistiques du FBI expliquant que les armes à feu ont été utilisées dans 69,3% des homicides, 41% des braquages et 21,8% des agressions graves. Je continue. En 2013, 137 personnes sont mortes dans 30 tueries de masse aux États-Unis. Voilà ce que dit le rapport. D'après ce document, le taux de chômage chez les ménages à faible revenu a atteint 21%, tandis que le nombre de sans-abri a augmenté de 16% entre 2011 et 2013. Il existe également un grand nombre d'enfants travaillant dans le secteur agricole aux États-Unis et leur santé physique et mentale a été gravement atteinte. Voilà, donc là c'est le rapport chinois, il envoie du lourd contre les États-Unis. On termine avec la partie économie cette semaine. Alors la Commission européenne a décidé mercredi de placer la France sous surveillance renforcée après avoir une nouvelle fois épinglé son manque de compétitivité et le niveau élevé de sa dette. Pour l'exécutif européen, la France souffre de nombreux déséquilibres macroéconomiques qui n'ont pas été suffisamment corrigés et nécessitent désormais ce type de surveillance qui sera également appliqué à l'Espagne et à l'Irlande, deux pays qui viennent tout juste de sortir de leur plan d'assistance financière. La France sous surveillance renforcée, ok, mais ça va quand même pas nous empêcher de nous doter d'une quinzaine de nouveaux drones qui s'appellent le Watchkeeper, de fabrication franco-israélienne et monté par Thales, une quinzaine de drones qu'on devra acheter d'ici 2019. Alors on reparle un petit coup de la Russie et des États-Unis parce que c'est rigolo, parce que la Russie a reçu une menace, on va dire, de l'agence de notation Fitch. L'agence de notation Fitch, on le sait tous, qui est complètement indépendante, et donc qui a dégradé la perspective de la Russie de stable à négative, et n'exclut pas d'abaisser prochainement la note de la Russie, qui est pour le moment à BBB. Alors, si on regarde la situation de la Russie, la croissance de la Russie en 2014 devrait avoisiner les 2%, et sa dette par rapport au PIB est de 10%, d'accord ? Et comble du comble donc, dans le même temps, l'agence de notation Fitch, toujours la même donc, a confirmé la note AAA des États-Unis et relève les perspectives, alors que la croissance prévue aux États-Unis en 2014 est de 2,4%, à peu près la même que la Russie, mais que l'endettement des États-Unis est de 107% du PIB. Il y a de quoi en rire, non ? Bon, alors si vous voulez savoir qui détient la dette américaine, je vous mets en lien un article qui explique parfaitement cela. Sachez que c'est bien sûr la Federal Reserve qui détient la plus grosse part avec 2209 milliards de dollars, suivi de la Chine avec 1269 milliards de dollars, et le troisième c'est le Japon avec 1183 milliards de dollars. On reparle de l'Europe maintenant, et les eurocrates qui font de beaux gros cadeaux avec vos taxes. Saviez-vous que nos dirigeants européens avaient inventé, sans l'aval des peuples européens, les subventions de préadhésion ? Il s'agit d'allouer des sommes d'argent parfois colossales en catimini à des pays cibles ou à des pays qui sont considérés comme candidats à l'Union européenne. Voici en résumé les pays que les eurocrates considèrent déjà aujourd'hui comme des membres à part entière. Et ce n'est qu'une question de temps. Certains chiffres ne sont pas disponibles, alors est-ce que c'est volontaire ? On ne sait pas. En tout cas, la liste ci-après vous donne les candidats officiellement reconnus pour être intégrés à l'Union européenne, et ils ont reçu des subventions de préadhésion de 2007 à 2012. Alors je commence la liste. La Macédoine a reçu 507,3 millions d'euros, le Monténégro 201,4 millions d'euros, l'Islande 5,8 millions d'euros, la Serbie 1183 millions d'euros, la Turquie 6122 millions d'euros. Ça c'est entre 2002 et 2007. L'Albanie, qui est un pays qui a entamé les démarches pour être candidate, ce pays a reçu 498 millions d'euros entre 2007 et 2012. Et ensuite, deux autres pays ne sont pas officiellement candidats, mais bon, on leur a quand même donné de l'argent entre 2007 et 2012. Il s'agit de la Bosnie, 550 millions d'euros, du Kosovo, 465 millions d'euros. Voilà, on doit ajouter à ces chiffres un programme multibénéficiaire dont la répartition reste dans le flou. Il s'agit d'un montant de 892,4 millions d'euros distribués entre 2007 et 2012. Alors vous avez vu dans ces chiffres que la Turquie, elle a reçu 6122 millions d'euros, c'est le pays qui a reçu le plus gros don. Ça veut bien dire que l'adhésion de ce pays est acquise et que les eurocrates feront tout pour que cela se réalise en opposition totale avec l'opinion des citoyens européens.
Alors la totalité de ces sommes dont on vient de parler, ça fait environ 4,3 milliards d'euros. À cela vient s'ajouter les dernières folies liées à l'Ukraine, dont un cadeau non remboursable de 1,4 milliard d'euros, et un montant de 9,6 milliards d'euros qualifié pudiquement de prêt. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous remercie également pour votre soutien. Le soutien par rapport aussi à Jonathan, quand il s'est fait attaquer par la LDJ. Donc son matériel a été cassé. On a eu pas mal de dons, donc ça va nous aider peut-être à lui racheter une petite GoPro. Hein. Voilà, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller visiter le site agenceinfolique.fr, la chaîne YouTube, notre page Facebook bien évidemment, le Twitter, le livestream. Bien, vous en avez l'habitude maintenant. Donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez bien informés. Ciao à tous.